Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle uchronie où je vais vous parler de l'histoire de la prohibition. Mais avec un titre original et amusant, imaginez que la prohibition ait continué. Et si, 100 ans après, la prohibition dirigeait le monde? Si en France, on était sous la prohibition? Imaginez ce que ça changerait dans nos week-ends et dans nos réunions sociales. Je vous laisse juste imaginer. Vous pouvez me répondre dans les commentaires ce que vous pensez. Allez, Magnéto Serge, retour vers le passé. L'histoire de l'alcool est foncièrement liée à l'histoire des États-Unis. Des pères pèlerins dont les cales des bateaux étaient remplies de tonneaux de bière au saloon de la conquête de l'Ouest. On estime qu'il y avait un saloon pour 300 habitants au début du XXe siècle. Et en 1830, le citoyen américain de plus de 15 ans buvait en moyenne 80 bouteilles de whisky par an. Le problème étant qu'on est passé d'une consommation de bière et de vin à une consommation d'alcool fort avec pour conséquence des excès alcoolisés qui choquent les puritains. La prohibition résultera d'une campagne de nombreuses années menée par des pasteurs et de nombreux groupes de femmes qui associent l'alcool et les violences conjugales. Les premiers mouvements datent du milieu du XIXe siècle, la première loi anti-alcool date de 1840 dans le Maine. Mais la guerre de sécession y mettra fin, le gouvernement en fournissant à chaque soldat, dans un premier temps de la bière puis du whisky pour tenir le coup sur le front. Les mouvements émergeront de nouveau grâce à une femme, Frances Villard, qui créera Union chrétienne des femmes pour la tempérance en 1874. Le relais sera repris par les hommes en 1893 et l'avocat Wayne Wheeler créera l'Anti-Saloon League. Ces lobbyistes réussiront à faire de la prohibition le 18e amendement de la Constitution des États-Unis en 1919 et il sera ratifié le 17 janvier 1920. À partir de ce moment-là, il est interdit de fabriquer, transporter, importer ou exporter toute boisson contenant de l'alcool, à plus de 0,5%. Le but de cette loi était surtout de limiter les ravages de l'alcoolisme, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan social. Mais dans la pratique, la consommation n'est pas interdite, la fabrication pour sa consommation personnelle non plus, et les clubs privés gardent le droit de vendre des bouteilles déjà stockées. Ainsi, le Yale's Club de New York engrangera des bouteilles pour tenir 14 ans. Au départ, de bonnes choses découlent de cette loi en donnant moins de morts liées à l'alcool et moins de conduite en état d'ivresse. Les vignerons planteront des pruniers pour remplacer les vignes, les grandes distilleries se mettront à fabriquer des sodas, mettant leur production sous clé. À New York, où le lien avec l'alcool est très fort, dû à la grande immigration écossaise et irlandaise, les bars et les clubs ferment mais très vite. De nombreuses personnes bravent la loi, la trouvant absurde, et jugeant que le gouvernement n'a pas à dicter leur conduite. Ce qui va entraîner l'ouverture de nombreux speakeasies, c'est-à-dire des bars clandestins, et à l'aménagement de caves et passages souterrains, mais aussi à la corruption de la police et à la création de gangs qui se disputent la suprématie du trafic d'alcool, créant ainsi de véritables millionnaires. Et cela nous ramène à l'histoire d'Al Capone et des incorruptibles. Georges Rémus profitera des lois en vigueur pour amasser une fortune de plus de 40 millions de dollars. En effet, ce modeste pharmacien a su jouer du système pour devenir l'un des plus grands bootleggers, c'est-à-dire trafiquants d'alcool. Venant d'un pharmacien, c'est quand même cocasse. Explication. Si la vente d'alcool est interdite, le whisky prescrit à des fins médicinales reste autorisé. Quelle blague! Eh oui, à l'époque, beaucoup de choses ont des vertus thérapeutiques et la prescription augmente. À la tête d'une pharmacie, Georges Rémus sent le filon et rachète plusieurs distilleries pour fournir ses pharmacies. Si sur le papier tout reste légal, la production de ces distilleries ne sert bien sûr pas qu'à cela et il devient le plus grand pourvoyeur d'alcool de la région de Cincinnati, transportant de l'alcool dans tout le pays. Il réussit plutôt bien son trafic et ne fera que 2 ans de prison en 1925 pour contrebande d'alcool. Et il mourra en 1952 dans un relatif anonymat. Relatif parce qu'il a été l'inspiration d'un film extraordinaire qui s'appelle Gatsby le Magnifique, qui retrace sa vie, le chef-d'œuvre de F. Scott Fitzgerald.
D'autres vont marquer l'histoire, comme Al Capone, appelé aussi Scarface, à cause d'une cicatrice qui lui barre le visage. Fils d'immigrés italiens, né en 1899 à Brooklyn, il rentre à 20 ans dans un premier gang en tant que videur de bar. Il gagnera Chicago en 1920 pour rejoindre un autre gang et y gravit les échelons pour devenir premier lieutenant. Et pour finir, chef de gang italien. Il règne alors sur des bars clandestins, des maisons closes, des jeux truqués et quelques commerces légaux pour faire bonne figure et blanchir l'argent. Mais aussi sur le racket, l'intimidation et la corruption. Il protège son image en aidant les plus pauvres, accédant à une image de Robin des Bois chic et moderne. Mais le massacre de la Saint-Valentin en 1929, il décide de faire fusiller ses derniers rivaux et perd son image de bon samaritain dans l'opinion publique. C'est là qu'apparaît Eliot Ness et sa bande des incorruptibles qui s'acharneront à faire tomber le caïd. Mais même si on connaît ses crimes, même si on ferme ses différents repères, on n'arrive pas vraiment à le faire tomber. Ce sera finalement le fisc qui l'arrêtera pour fraude fiscale. Atteint de syphilis, il est libéré sous condition en 1939 et il ne mourra qu'en 1947 d'un arrêt cardiaque. Si on se focalise souvent sur Al Capone, qui donna l'image du gangster des années 20, bien habillé, chic, un peu dandy, une mitraillette à la main, la guerre pour le trafic d'alcool fut sans merci et a entraîné beaucoup de morts. De plus, si Chicago fut une grande plaque tournante de ce trafic, car les États voisins n'ont pas mis en place la prohibition et le whisky canadien arrivait par bateau entier depuis le Canada par le lac Michigan, le trafic est étendu à tout le pays, passant par les Bermudes, les Bahamas ou encore le Belize, mais aussi Saint-Pierre-et-Miquelon pour le trafic venant de France. L'île ne retrouvera d'ailleurs jamais une telle prospérité. On trouve même des croisières alcoolisées appelées Bruce Cruise. J'ai pas dit Tom Cruise, mais Bruce Cruise, littéralement les croisières de l'Agnole qui amènent les passagers dans les eaux territoriales ou à Cuba. Finalement, peu de moyens ont été mis en place pour faire appliquer la prohibition. Peu d'argent, la plupart sont corrompus et peu de moyens financiers pour ceux qui restent intègres. Et la prohibition fera finalement plus de morts que les chiffres précédant la promulgation de la loi. En effet, les gens qui buvaient boivent encore plus, d'autres s'y mettent en signe de rébellion et on observe une augmentation significative des cirrhoses du foie et des conséquences de l'alcool frélaté. Cécité, paralysée, folie. Beaucoup de bootleggers étaient peu scrupuleux et coupaient l'alcool ou bien la remplaçaient par du méthanol, c'est-à-dire de l'alcool de bois, de l'alcool à brûler ou encore du diluant pour peinture. Finalement, devant un tel désastre, Roosevelt décide d'abroger le 18e amendement, laissant le choix aux États de pratiquer la politique qu'ils souhaitent dans le domaine de l'alcool, ce qui fait que l'on trouve encore aujourd'hui des dry counties ou des states comme le Tennessee. Mais l'État fédéral percevra des taxes sur l'alcool vendu, ce qui renflouera les caisses suite à la crise économique de 29. Une des conséquences inattendues de la prohibition fut la création de cocktails dans les bars clandestins pour cacher l'affreux goût des alcools frelatés, avec notamment l'apparition du Cuba Libre et du whisky coca. Autre conséquence, la disparition des microbrasseries américaines, seules les plus grandes manufactures vont se relever de cette période sombre. Ce qui va entraîner une perte de savoir-faire et une mauvaise réputation de la bière américaine à travers le monde. Il faudra attendre les années 80 pour voir réapparaître ce savoir-faire et retrouver des bières typiquement américaines. Alors, imaginons que la prohibition ait continué aux États-Unis. Beaucoup d'experts disent que si les États-Unis avaient maintenu la prohibition, ils ne seraient pas intervenus durant la Seconde Guerre mondiale. Waouh, c'est amusant. C'est incroyable de savoir que des fois, les destins changent juste pour une petite loi. Mais imaginons, amusons-nous à imaginer aujourd'hui qu'il n'y ait plus d'alcool, qu'on puisse plus boire de vin, qu'on puisse plus boire de bière. Qu'est-ce qu'on ferait? Imaginons un petit peu, délirons, mettez dans vos commentaires ce que vous pensez.